Nous sommes au Palais des Nations Unies à Genève, dans le bureau de M. Biro Diawara, le représentant de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme à l'ONU. Aujourd'hui, c'est la commémoration d'une journée noire vers Conakry. Le 28 septembre 2009, des militaires du CNDD ont attaqué des manifestants pacifique au stade du 28 septembre. Donc une attaque qui s'est soldée par plusieurs morts, des blessés, des femmes violées en plein jour. Aujourd'hui, quel regard avez-vous, M. Diawara, par rapport à cette situation en tant que défenseur des droits de l'homme? À vous. Merci, M. Boudoussi, pour cette interview. La lutte contre l'impunité est un objectif primordial de la rencontre africaine de défense des droits de l'homme. Jour pour jour, le 28 septembre 2009, c'était comme hier. Dans cette maison, si les murs répondent et peuvent en témoigner, nous avons eu à la même heure, même moment qu'on massacrait les gens, un événement parallèle sur le bilan des tueries de janvier et février 2007 en Guinée. Et quelle perspective pour sortir de la Guinée de l'impunité dans la salle 21. Et j'ai téléphoné aux acteurs de la société civile avant la réunion. Le président à l'époque du Conseil national des organisations de la société civile, M. Bakary Fofana, qui m'a dit qu'il ne pouvait même pas sortir de la maison et que les militaires sont devenus fous. Ils sont en train de tuer les gens comme des bêtes sauvages. J'ai automatiquement interpellé Madame Pilet après ma conversation téléphonique et la haut-commissaire était à la porte 40. Elle s'est arrêtée pour parler avec moi. J'ai dit faites quelque chose pour mon pays et ça ne va pas, madame. Sinon, c'est un bain de sang qui se prépare, hélas. Bon, elle m'a écouté, elle a dit bon, je rentre au bureau, je demanderai à mes conseillers de suivre le dossier et faire quelque chose. Et le soir, c'était vraiment une situation tragique. Personne ne s'attendait à ça. Et mon téléphone sonnait de partout. Les gens me demandaient, Monsieur Diawara, tu savais? Je dis, c'est la force anticipative de la société civile. On avait vraiment programmé cette réunion le 28. Pendant qu'on tirait sur les gens à balles réelles au stade, nous étions là en réunion sur la situation en Guinée pour vous dire combien de fois l'engagement, et donc nous n'avons pas vraiment eu de solidarité directe. Parce que, comme vous le savez, aux Nations Unies, c'est une grande bureaucratie. Quand il y a de telles situations, il y a l'inertie avant de faire démarrer la machine, ça prend du temps. Mais la réaction, quand même, a été rapide. Le haut-commissaire a fait un communiqué pour condamner. Et au Conseil des droits de l'homme, le lendemain, nous avons sorti un communiqué pour demander la constitution d'une commission internationale d'enquête afin de poursuivre les principaux responsables, commanditaires de cette barbarie. On a même traité la Guinée dans Jeune Afrique, c'est l'Afrique encore dans mes archives, d'un état sauvage.
j'étais mal. C'est vrai. Tout ça, ça ne fait pas honneur à la Guinée. Et ça ne nous honore pas. C'est vrai. Ce n'est pas dans la culture de la Guinée. La Guinée de 28 septembre 58, premier pays à dire non au référendum gaulliste indépendant de l'Afrique occidentale française, et un pays où la femme est émancipée, ou un pays où la femme est honorée. Les femmes ont été violées et violentées ces jours, et Madame Rabiatou est passée, m'a montré des images. J'ai pas pu dormir. C'est le jour que j'ai vu ces images horribles. Je ne reconnaissais plus mon pays. Et donc notre lutte et combat, toutes les résolutions qu'on a adoptées sur la Guinée depuis ce jour et jusqu'à l'examen périodique universel. Je peux vous en donner, j'ai les documents à disposition parce que vous êtes journaliste. C'est ce qu'on a fait pour ramener la question de la Guinée dans le débat du Conseil des droits de l'homme. Nous avons rencontré à l'époque le président du Conseil des droits de l'homme qui était africain, l'ambassadeur du Nigeria, Martin Uomobi, qui est ami. J'ai dit, bon, aidez-nous à faire passer une résolution pour condamner les actes d'atrocité des militaires. Il était là parce que la diplomatie, les États n'ont pas d'état d'âme. Tout à fait. C'est des intérêts. Il me dit, mais non, écoutez, vous ne pouvez pas. Et je dis, bon, si vous ne le faites pas, vous avez connu la guerre de Biafra, je ne veux pas que ça arrive chez nous. D'autres pays qui défendent les valeurs de la liberté, de la démocratie, vont nous aider. Et donc, c'est ce qui a été fait. Et les autorités de la transition, malheureusement, qui étaient responsables de ces actes, c'est les membres du CNDD qui ont dirigé la transition. Et si je cherche l'aiguille, vous avez les pieds sur l'aiguille et on discute, ça sera un dialogue des sourds, on ne va pas retrouver l'aiguille. Donc comment voulez-vous, après, malgré l'effort, les pressions de la communauté internationale, que l'on puisse traduire et extrader les coupables? Les victimes sont là, croupissent sous la pauvreté, et ça ne nous honore pas, nous les défenseurs des droits de l'homme. Et nous saluons quand même la coopération de la Guinée avec les mécanismes du Conseil des droits de l'homme, et le gouvernement a reconnu et a quand même ouvert le débat, l'instruction judiciaire, le ministre de la Justice qui est là est engagé. Je lance un appel quand même auprès de la communauté internationale et tous les partenaires qui ont accompagné la Guinée dans cette phase difficile et fragile, d'accompagner la Guinée pour nous permettre, parce que l'État n'a pas les moyens nécessaires pour le faire, mais les partenaires bilatéraux et multilatéraux peuvent nous accompagner par un soutien technique et une assistance pour permettre le bon déroulement du procès en Guinée. Et poursuivre, nous avons la capacité, nous avons les ressources nécessaires endogènes en Guinée pour instruire, et la responsabilité d'un État, c'est d'assumer avec dignité son passé douloureux, avec beaucoup de responsabilités. Et donc, c'est possible. Et je crois à ça, que la Guinée, qui a amorcé le processus de démocratisation, et les institutions sont là, est capable de sortir de cette phase, c'est la Guinée de 58, et ceux qui ont fait ça, c'est des Guinéens qui ont tué les Guinéens, et qui sont là. Ce n'est pas seulement
les événements du 28 septembre, il y a eu d'autres événements. Lors de la discussion sur le projet de résolution, j'ai soulevé la question, ici dans la salle 24, j'ai même eu l'appui de certains pays, et qu'on oublie, on occulte les événements de 2006 et 2007. J'ai insisté pour qu'on intègre dans les projets de résolution. Toutes ces victimes sont là, sans compter les victimes des systèmes de gouvernance que nous Antérieur. avons connus par le passé. Tout à fait. Et donc, Je crois que vous êtes entendu, parce que pas plus tard qu'hier, le gouvernement des États-Unis, via son ambassadeur à Conakry, a signé un protocole d'accord de lutte contre l'impunité en Guinée avec le gouvernement guinéen, via le ministre Sako dont vous parliez tout à l'heure. Donc, du chemin quand même a été fait. Il y a eu des personnes qui ont été inculpées par rapport au 28 septembre. Nous sommes aujourd'hui, c'est le 7e anniversaire de ce massacre-là et de ces violences et de ces viols que le monde entier a condamné. Donc, je pense que votre plaidoyer au niveau de l'ONU, ça a bien porté. Nous avons toutes ces puissances maintenant qui sont engagées. Aujourd'hui, à la commémoration à Conakry, nous avons presque toute la direction de la FIDH à Conakry. Donc, il y a quand même il y a de l'espoir. Je crois que nous allons vers le procès. Est-ce que vous avez une idée de la date du procès vers lequel nous nous acheminons? et, vous savez, les crimes du droit et crimes contre l'humanité, c'est ce qui s'est passé en Guinée. C'est un crime, c'est une atteinte grave du droit international. Et donc, la CPI est impliquée. On peut, à la lumière de d'autres pays, parce qu'à côté, il y a eu les tribunaux hybrides. La Sierra Leone et tout ça, il a permis de juger, et la Sierra Leone, c'était plus compliqué que chez nous. C'est simple, la Guinée, et c'est un mécanisme de justice transitionnelle qu'on pourra peut-être mettre sur pied, ou un tribunal spécial avec une entraide judiciaire de la CEDEAO, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une indépendance judiciaire. Nous plaidons de souveraineté judiciaire en Afrique. C'est notre plaidoyer. La RADDHO s'est battue pour la tenue du procès d'Hissène Habré. Nous avons mis la pression sur les gouvernements successifs au Sénégal, et finalement, il y a combien d'années que ça s'est passé, ces massacres, hein? Et donc, ça prendra du temps, mais nous suivons de près, c'est un processus, comme ce qui nous donne l'espoir. Il y a Pascal qui disait que l'on vit pour espérer, mais l'on n'espère pas pour vivre. L'espérance, c'est la raison de notre combat. C'est qu'il y a une volonté politique des autorités actuelles et qui coopèrent avec les mécanismes du Conseil. La Guinée est examinée au titre du point 10 du Conseil, le mécanisme de coopération et assistance technique. Et donc, au mois de mars, il y a un rapport oral que le haut-commissaire a présenté sur la situation en Guinée. On a même donné notre observation. L'impunité faisait partie de nos observations soulevées, et parce que le pays était confronté à la fièvre épidémique, à virus Ebola. On a plaidé pour que la communauté internationale aide la Guinée pour éradiquer ce fléau. Et maintenant que nous sommes sortis d'Ebola, et il y a le post-Ebola, tout va ensemble. Tout à fait, tout à fait. Et c'est l'administration de la justice, les réformes de la justice engagées et par le nouveau gouvernement. Il y a eu du progrès, mais il reste encore à faire. On a besoin de l'appui, de l'accompagnement des partenaires pour
atteindre ces objectifs, et que le gouvernement veut bien le faire, Oui. mais s'ils n'ont pas les moyens. Donc, c'est pour ça, je reviens toujours sur le procès d'Issa Nabré. Le Tchad a payé 3 milliards et demi de francs CFA pour la tenue du procès. Et donc, l'État, on vient de sortir. Il ne faut pas que les gens confondent où la procédure judiciaire, ce n'est pas une course de vitesse, mais de fond, surtout des questions de la prescription des crimes. Ce n'est pas une guerre. Et même au niveau de la codification en droit international, c'est en 1966 seulement, et que la Commission internationale s'est penchée sur la codification de la prescription des crimes internationaux et crimes de guerre. Et donc, et la Guinée n'est pas seule, la Guinée coopère avec l'ensemble du système des Nations Unies et principalement le Conseil des droits de l'homme. À la 34e session, au mois de mars prochain, la Guinée, il y aura une présentation sur la situation. Je pense bien évidemment que d'ici là, ça trouvera qu'on a beaucoup évolué sur le dossier, mais nous, en tant que défenseurs engagés dans les différentes organisations, nous allons quand même suivre les dossiers et aider et rappeler l'obligation de notre pays à vraiment assumer ses responsabilités envers les victimes pour qu'il y ait plus cela dans notre pays et permettre à l'ensemble de toutes les victimes de violations massives et graves des droits de l'homme de se regarder pour vivre ensemble. Nous sommes tous les fils d'un même pays. C'est des Guinéens qui ont tué les Guinéens. Ce n'est pas d'autres étrangers. Et mais on ne peut connaître la vérité que sur la base d'une justice saine et équitable. À partir du moment que les victimes savent la vérité, je pense qu'elles peuvent faire leur cure morale et pardonner, et l'État se donnera les moyens pour indemniser en aidant pour une assistance psychologique ou même des malades, leur traitement et réinsertion dans la société. Donc c'est pour ça, il ne faut pas, c'est ce message que je peux envoyer adresser à mes compatriotes victimes et leur dire que la communauté internationale suit de près et qu'ils ont notre solidarité renouvelée, en tout cas au niveau de la RADDHO, et comme dans d'autres pays en Afrique où il y a ces crimes, où il y a l'impunité, nous continuons à travailler et responsabiliser les États successifs afin qu'ils honorent à leurs engagements internationaux et conformément aux pactes qui sont signataires dans les domaines des droits de l'homme. Merci. En tout cas, les signaux qui nous viennent de Conakry nous donnent raison d'être optimistes. Il y a la volonté politique, vous venez aussi de le rappeler, et il y a tout ce soutien international. Et pas plus tard qu'hier que le ministre Sako a dit que plus tard, en 2017, que le procès du 28 septembre aura lieu. Donc, sur ces notes d'espoir, nous remercions M. Piro Diawara. Merci de nous avoir reçus sur vous. Et disons ensemble, plus jamais ça, et bonne chance à la Guinée. Merci. Merci beaucoup.